Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce lundi, suspicion d'une probable hausse du prix du pain. Une rencontre est prévue entre la Fédération des boulangers et la ministre du Commerce et des PME. Aminata Assome Diatta promet une solution définitive. Le préfet de Dakar annonce la fin de l'anarchie dans la capitale. En conclave avec les maires, ce matin, il annonce une vaste opération de déguerpissement dans les prochains jours. Et puis l'actualité de ce lundi, c'est aussi le cheptel équin qui est menacé par la gourme et la grippe équine. Faut-il craindre une extermination? Quelles sont les méthodes de prévention? 313 décès en moins de 3 semaines. L'ONG Brooke donne les pistes à suivre. Sur l'international, cet terrible incendie, la cathédrale Notre-Dame de Paris réduite en cendres. L'édifice pourtant en travaux de rénovation a pris feu tout à l'heure. Le président Emmanuel Macron, qui devrait s'adresser aux Français, a annulé son allocution. En sport, Coupe d'Afrique des Nations U17, entrée en matière, mi-figue, mi-raisin des Lesso. Ils ont fait match nul face au Maroc, un but partout. On fera le point dans ce journal, dans le groupe B, dans cette édition. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Mais d'abord, direction dans le nord du Sénégal, à Matam. Ali Bandelien, bonsoir. Un jeune homme a été retrouvé ce matin, inanimé. Il s'agit d'un jeune boulanger Ali. Ça s'est passé à Guiraï, c'est une localité située dans la commune de Bokidjavé, précisément dans la partie du Dandemayo du département de Matam. Un jeune garçon âgé entre 25 et 30 ans, dont le corps sans vie donc a été découvert tôt ce matin par les fidèles qui revenaient de la mosquée. Le jeune boulanger donc était en train, celui qui se chargeait de la distribution, la fabrication et la distribution du pain dans cette localité de Guiraï. Il est quand même originaire de la localité de Nguigilon, toujours dans le département de Matam. Dès la découverte, les populations ont joint les éléments de la gendarmerie qui sont rapidement venus de la brigade territoriale de Wurosogi, des éléments en bleu donc qui sont venus faire le constat. C'est après quoi que les éléments des sapeurs-pompiers venus également de Matam ont pris le corps, déposé et se trouvant en ce moment au niveau de la morgue de l'hôpital régional de Wurosogi. Depuis ce matin, Chérif, les auditions se poursuivent au niveau de la brigade de Matam. Les enquêteurs tentent de savoir les véritables circonstances de cette mort de ce jeune homme qui a fini de créer imposer l'émoi dans cette localité de Guiraï, Chérif Diop. Merci beaucoup Ali Bandelien, correspondant du côté de la région de Matam. Et puis va-t-on vers une augmentation du prix du pain? La Fédération des boulangers sera reçue ce mardi par Aminata Assome Diatta. Au cours de cette concertation, un nouveau calendrier de rencontres sera établi. Une solution durable sera trouvée selon la nouvelle ministre du Commerce et des PME. Elle l'a dit à Maïmouna Diaye. Nous allons discuter de la question parce que le problème ne se limite pas seulement au prix. Peut-être le prix du pain, c'est la question peut-être la plus sensible, mais le problème sont beaucoup plus étendus que la question du prix. Donc nous allons échanger demain avec eux et à partir de là, nous allons établir un calendrier de rencontres pour voir comment parvenir ensemble à régler de façon définitive le problème. En réalité, le prix de la farine est à 17 500. Le sac, c'est à 17 500. Mais notez que quand le prix du pain était fixé à 150, le prix du sac de farine était à 18 000. Donc en réalité, le prix de l'augmentation du prix de la farine n'a pas, en fait, le prix de la farine n'a pas véritablement varié. Aminata Assome Diatta s'exprimait ce matin en marge de la passation de pouvoir ce matin au ministère du Commerce. Elle a prévu d'ailleurs une concertation pour maintenir les acquis dans ce secteur devant le ministre Alioune Sarr, devenu ministre du Tourisme et des Transports aériens, qui n'a pas souhaité s'exprimer durant la cérémonie. La nouvelle patronne du commerce a défini ses priorités, parmi elles la stabilité des prix. Les deux autorités se sont passées le témoin devant Maïmouna Diaye et Pape Massangonde Ndiaye. Toute la presse était conviée à 10 heures précises. C'est finalement à 11h30 que le huis clos entre les deux ministres prend fin. Une passation de service sans la réaction du ministre sortant, cela ne se passe pas tous les jours.
Merci beaucoup, les gars. Merci. Après le départ d'Alioune Sarr, encore des dizaines de minutes d'attente, près d'une heure pour avoir Aminata Assome Diatta. À sa sortie, la nouvelle ministre promet de maintenir la dynamique existante dans son département. Je compte m'appuyer sur ce même personnel pour maintenir déjà le cap, mais également entamer des chantiers extrêmement importants. Ça, par exemple, pour une direction comme la direction du commerce extérieur que je viens de quitter, il y a des chantiers extrêmement importants qui sont tout à fait en phase avec les priorités que le président de la République a fixées, à savoir la création d'emplois. De nouveaux chantiers, des perspectives basées sur le dialogue et la concertation. Le ministre du Commerce et des PME veut mieux faire. Toujours dans le chapitre des passations de pouvoir, Mary Teuw Niane a passé le flambeau à Cheikh Oumar Anne à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur. La cérémonie a eu lieu ce matin dans les locaux du ministère. Une cérémonie en toute sobriété. C'est un choix, nous dit-on, du tout nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, dont la nomination a suscité quelques cris d'orfraie. Et puis retour sur le saccage du rectorat de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les syndicalistes du Crous applaudissent la décision du recteur de porter plainte contre les étudiants fautifs. Ils étaient en assemblée générale pour mettre en garde le directeur du Crous sur la sécurité des agents. Abdoulaye Dia est leur porte-parole du jour. À la plainte du recteur, on soutient le recteur. On est avec lui. Parce qu'on a vu dans l'université de Saint-Louis des étudiants qu'on doit corriger. Donc on est avec le recteur dans sa logique. Parce que l'espace universitaire est un espace sécurisé. Donc si on voit des étudiants qui passent tout leur temps à aller dans les services, contrôler le personnel, des étudiants qui malmenent le personnel à chaque instant. Donc vraiment, si le recteur est là pour porter plainte pour ces étudiants, nous on est avec lui. On est derrière lui, on l'encourage. C'est pour mettre de l'ordre à l'UVB. Parce que vous savez les franchises universitaires. Donc l'espace universitaire est un espace sécurisé qui a ses lois et ses règlements. Donc comme le recteur est là pour protéger ces lois, donc on est avec lui jusqu'au bout. Il est urgent de mettre fin à l'encombrement urbain, à l'insalubrité et aux occupations illégales de la voie publique. Ce cri du cœur du chef de l'État est sur le point d'être matérialisé. Le préfet Dakar a reçu les maires de la capitale pour leur notifier la mise en œuvre urgente de cette volonté du chef de l'État Macky Sall. Une vaste opération de déguerpissement est en vue dans la capitale. La Médina sera la première commune à changer de visage. Ndaï Thiaba Aliba. Pour matérialiser les vœux du chef de l'État, le préfet de Dakar a réuni tous les maires de la ville. Objectif, désencombrer plus tôt que possible les communes de la ville. La Médina donne l'exemple. L'édile de la Médina de préciser désencombrement, oui, mais avec tact. Nous devrons aussi réfléchir sur comment aussi les recaser, parce que ce sont des citoyens sénégalais qui nourrissent leur famille à partir de ça. Donc il est bien d'agir très vite parce qu'il y a l'action, mais il peut y avoir aussi la réaction. Pour la réussite de l'opération, il demande un soutien de l'État. Cette réaction du chef de l'État est venue à son heure. Nous lui félicitons, nous le remercions. Et je pense que nous aurons l'appui de l'État. Aujourd'hui, l'AGEROUTE, comme CETUD et comme les autres services, ont promis l'accompagnement, n'est-ce pas, de cette activité. La Médina procédera dès ce samedi à une vaste opération de déguerpissement. Dans ce même registre, un Sénégal zéro déchet, comment y arriver? Vous l'avez peut-être remarqué, depuis quelques jours, des citoyens organisent des opérations de set-setal dans le cadre du Clean Up Challenge. L'objectif est clair, rendre propre notre pays. Les Sénégalais magnifient cette initiative, mais exigent tout de même la durabilité de cette action citoyenne. Suivons ce reportage de Cheikh Diop et Pape Sangoné Mbaye. L'image parle d'elle-même, un acte fort allant dans le sens de préserver notre environnement. L'appel du président Sall semble suivi et des citoyens montrent l'exemple. La propreté de l'environnement contribue à notre bien à tous. Je pense que
c'est une bonne initiative, d'après moi. L'association Simple Action Citoyenne s'engage. Le Clean-up Challenge Tour, c'est nous qui avons mis le programme et pour chaque localité, on a un programme et on y va en groupe, tout en invitant les citoyens. Tout ce qu'on fait, toutes les actions qu'on a eu à mener, c'est avec l'action citoyenne. Ce sont des citoyens qui se sont déplacés avec leurs moyens. Un geste que tout le monde doit respecter. Pour ces Sénégalais, il faut le pérenniser. Ce qui va être intéressant, c'est que ça continue dans le temps. C'est-à-dire on ne le fait pas sur un laps de temps, on arrête. Que ça soit maintenu et qu'on mette des poubelles un peu partout parce que ça ne sert à rien de nettoyer et de ressalir après. La civilisation augmente la valeur de l'homme, nous dit l'adage. Un changement de tout un chacun s'impose pour un meilleur cadre de vie. Et puis parlons de cette épizootie qui frappe les équidés dans le monde rural. Le monde rural, là où l'utilité des équidés n'est plus à démontrer, que ce soit dans le domaine champêtre, dans les travaux champêtres, au transport et à la recherche de la pitance. À Diourbel, par exemple, les propriétaires des chevaux sont dans une détresse perceptible du fait de l'épizootie qui sévit dans la zone. Babacar Diouf, Ndongonjaï. Une attitude qui s'explique par le nombre impressionnant de sujets atteints de cette maladie, appelée influenza, dans la région de Diourbel. Oh là là, vous ne pouvez pas comprendre. Avant-hier, j'étais avec mon cheval chez le médecin vétérinaire. Il m'a injecté une piqûre. Maintenant, ça va mieux, mais on a perdu beaucoup d'ânes. La perte d'un cheval ou d'un âne est lourde de conséquences pour les paysans. Les chevaux constituent pour nous des ambulants. Avec nos villages enclavés, si tu ne disposes pas d'âne ou de cheval, tu souffres. Les équidés accompagnent aussi les paysans dans la culture des champs, le transport et autres corvées. Vous nous voyez sur une charrette, le cheval nous accompagne au champ, il nous permet de nous déplacer. L'importance du cheval n'est vraiment plus à démontrer. Malheureusement, certains ne semblent pas préoccupés par la santé de ces équidés. Les chevaux, vous savez, les chevaux, compte tenu du service auquel ils sont utilisés, sont essentiellement victimes de traumatisme. Il y a des cas de traumatisme, des chevaux qui sont blessés, des chevaux qui ont des problèmes d'inflammation de l'appareil locomoteur, des tendinites. Il y a également des chevaux qui ont des problèmes respiratoires. Fort heureusement, l'ONG Brooke, à travers un programme de sensibilisation, cherche à éradiquer les mauvais traitements infligés aux équidés au Sénégal. La grippe équine fait donc des ravages dans le cheptel-équin. 313 décès recensés en moins de 3 semaines. Une situation alarmante qui pousse l'ONG Brooke à tirer la sonnette d'alarme. Aïssatou Gueiba, Abdoulaye Diallo. Centaines de chevaux et d'ânes périssent en moins de 2 semaines à cause de la grippe équine. Situation alarmante qui fait réagir les membres de l'ONG Brooke. Il est difficile d'avoir un nombre exact puisque la maladie vient de se déclarer et les foyers sont nombreux. Mais ce que je peux vous dire, aujourd'hui, l'information que nous avons eue d'un de nos partenaires qui est basé à Sokone, c'est que dans cette zone où ils interviennent, à peu près 60 villages, il y a 313 cas de mortalité déclarés. La semaine passée, c'était entre 180 et 200. Donc en une semaine, plus d'une centaine de cas d'animaux décédés. Une grippe qui se manifeste par différents signes. Elle se manifeste surtout par des signes respiratoires. Donc il y a le jetage nasal, il y a aussi la toux. Donc c'est les signes les plus communs de cette maladie. Pour faire face à cette grippe, il est recommandé de contacter le plus rapidement possible un vétérinaire dès le constat d'anomalie chez l'animal. Qu'il y a des moyens de contenir ces problèmes. Et le conseil de Brooke, en tout cas, c'est vraiment de renforcer la prophylaxie sanitaire. C'est vraiment un élément essentiel dans la préservation de cette espèce. Mais il y a également d'autres mesures, notamment lorsqu'il y a des cas de mortalité, que ces animaux soient enfouis, ou lorsque les animaux sont malades, qu'ils soient isolés pour ne pas justement infecter leurs congénères. Pour la première fois, la grippe équine atteint des proportions inquiétantes en Afrique. Après le Nigeria, la Guinée, le Sénégal est également touché.
Abdoulaye Wade traverse une situation financière compliquée. La révélation est de Maître Amadou Sall. Il est membre du comité du Parti démocratique sénégalais. Comment Maître Abdoulaye Wade s'est-il retrouvé dans ces conditions? C'est le prétexte pour nous de s'intéresser sur le statut des anciens chefs d'État. De quoi ont-ils droit après leur passage à la tête de l'État? Explication Alassane Ba. L'information est de Maître Amadou Sall. L'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, aurait des difficultés financières. Un fait qui a sûrement suscité l'étonnement chez bon nombre de Sénégalais. Il peine à terminer les chantiers de son domicile au Point E, une maison dont des instructions ont été données par les autorités pour l'annulation de la saisie. Alors, comment Wade s'est-il retrouvé dans cette situation? Maître Sall a tenté de justifier, mais de préciser également que l'ex-chef d'État reçoit sa pension de retraite, légitime si l'on se réfère à la loi numéro 1981-01 du 29 janvier 1981 fixant la dotation des anciens chefs d'État en son article 1er. Les présidents de la République qui cessent leurs fonctions après avoir accompli au moins un mandat reçoivent une dotation annuelle égale au traitement afférent à l'indice le plus élevé attribué aux agents de l'État. Cette même loi renseigne dans des conditions d'un décret, il bénéficiait d'une indemnité. Après sa perte du pouvoir en 2012, le débat sur son statut d'ancien chef d'État s'était posé. Mais en 2013, le décret numéro 2013-125 en date du 17 janvier 2013 avait fixé le montant de ses avantages d'ancien président. Durant la campagne électorale de retour au Sénégal, Maître Wade installe son QG dans un hôtel de la place. Selon des informations, il aurait déménagé dans un autre hôtel. Abdoulaye Wade, qualifié d'un homme généreux, son domicile lui étant restitué, qu'attend-il pour le rejoindre? Ou est-ce une volonté personnelle de rester dans les hôtels? Parlons maintenant de la réinsertion des émigrés dans la vie active au Sénégal. Le programme d'accompagnement et de réinsertion des immigrés du Sénégal, Paris, veut faciliter le retour au pays des Sénégalais de l'étranger. Pour ce faire, il préconise un appui par des conseils et dans l'accompagnement dans la recherche de fonds et de financement. Maïmouna Diagne Aminata est la coordonnatrice du Paris. Et notre objectif, c'est d'accompagner les immigrés de retour et les expatriés. Donc cela repose sur 4 points fondamentaux. Un accompagnement intellectuel, c'est-à-dire sur la rédaction de leur business plan, d'accord. Un accompagnement sociopolitique, c'est-à-dire pour la participation des actions citoyennes et aussi à la participation de la gestion de la cité. On sait que 80% des immigrés ne sont pas forcément des intellectuels. D'accord. Donc nous les accompagnons pour la rédaction, aussi les inciter à l'entrepreneuriat parce que le gouvernement ne peut pas tout gérer. Il faut impérativement que les jeunes prennent leur courage à deux mains, de passer et d'avoir l'audace d'entreprendre. Et puis dans l'actualité religieuse, c'est la dernière ligne droite du carême. Retour sur cette dernière semaine, sa place dans la religion chrétienne et ce qui s'y fait de particulier, suivant les explications de l'abbé Bertrand Até-Bassène. Il est le vicaire de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor. Ses propos sont recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mondiang. Et la semaine sainte, c'est la dernière semaine de ce temps de carême que nous avons commencé depuis le mercredi décembre. Et c'est une semaine qui nous prépare de manière immédiate à la célébration de la fête de Pâques. Donc durant cette semaine, nous invitons vraiment les chrétiens à redoubler d'efforts dans les comportements qui leur ont été soumis ou proposés durant tout le temps de carême. Et surtout, l'important c'est de les inviter à prendre part, n'est-ce pas, à ces différentes célébrations qui vont nous préparer immédiatement à la fête de Pâques, c'est-à-dire le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint, ce que l'on appelle le Triduum pascal. Voilà, c'est vrai que tous les jours de la semaine sainte sont importants, mais à partir du jeudi, nous entamons justement cette célébration où le Christ a institué l'Eucharistie. Et aussi nous vivons par cela le sacrement de l'amour, à travers le lavement des pieds des disciples que le Christ a fait. Et nous célébrons dans la nuit même du jeudi au vendredi, nous entrons déjà dans cette mouvance de la passion du Christ qui va être vécue le vendredi saint et qui va aboutir justement à la résurrection au soir de Pâques. La messe chrismale, elle est normalement célébrée le jeudi matin, mais si à Ziguinchor, pour des raisons pratiques, on la célèbre le mardi, donc demain matin. C'est une messe que l'évêque du diocèse célèbre, préside,
avec tous les clergés diocésains. Tous les prêtres du diocèse doivent être là pour justement à cette occasion renouveler leurs promesses sacerdotales. Et aussi à cette occasion, l'évêque bénit les huiles qui vont servir à la célébration des sacrements durant toute l'année. Et puis sur l'international, des flammes hautes et voraces ont dévoré la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les flammes ont ravagé, vous le voyez sur ces images, l'édifice ancien de plusieurs siècles, suivant le récit de Aïssatou Païfal. Notre-Dame de Paris en feu. La cathédrale brûle. L'incendie est d'une grande ampleur. Rongée par les flammes, la flèche haute de 93 mètres vient de s'effondrer sur elle-même. Toute la charpente a brûlé. C'est sur les coups de 17h50 que le feu a pris dans les combles. Il serait potentiellement lié aux travaux de rénovation de l'édifice, a-t-on appris auprès des pompiers. Ils ont mobilisé des moyens très importants, 4 grandes échelles, 2 bras élevateurs aériens, même un PC mobile est sur place. L'île de la Cité entièrement bouclée, le président de la République Emmanuel Macron a réagi avec émotion. Il se dit triste de voir cette partie d'eux-mêmes brûler. Donald Trump, quant à lui, appelle à agir au plus vite. Pour rappel, la construction de la cathédrale a eu lieu en 1163, au milieu du XIVe siècle. Depuis l'origine, elle est l'un des monuments les plus emblématiques de Paris. C'est l'une des plus célèbres cathédrales avec celles de Reims, Strasbourg, Beauvais et Chartres. L'actualité sportive est marquée par l'entrée en matière des lionceaux. Le Sénégal entame la compétition par un nul, 1 but partout face au Maroc. Mené au score au début de la seconde période, les lionceaux ont égalisé dans les toutes dernières minutes de la rencontre. Dans l'autre partie du groupe B, la Guinée a sombré face au Cameroun. 2-0, récit Cheikh Sadibou Diarra. Un nul pour débuter, l'équipe nationale U17 du Sénégal a même arraché le partage des points face au Maroc pour son entrée en lice dans le groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations U17 Tanzanie 2019. Après une première période sans grands éclats, tout s'est joué à la seconde. Les cadeaux marocains cueillent à froid les lionceaux à la 47e minute. Une demi-volée de Taoufik Ben Tayeb donne l'avantage au Maroc. Les protégés de Malick Daaf vont alors tout faire pour égaliser. Ils se heurtent pendant longtemps sur le gardien marocain Mouri. Ce dernier ne cède qu'à la 88e minute sur une faute d'inattention de sa défense concrétisée par Mohamed Diaw. 1 but partout, score final. Un nul heureux pour le Sénégal qui va affronter ce jeudi son voisin la Guinée, battu par le Cameroun 2-0. Des Camerounais qui peuvent se qualifier au prochain tour en cas de succès face aux Marocains lors de la deuxième journée du groupe B. Et puis en football, toujours après la blessure de Cheikh Ndoye, Khadim Ndiaye est le deuxième international sénégalais à être quasi éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la première fois que la CAN va se jouer en été. Comment les joueurs gèrent cette période pré-compétition internationale et en même temps assurer pour certains le maintien de leur club en Europe ou bien même chercher un titre comme c'est le cas de Sadio Mané. Nous avons posé la question à l'ancien international Pape Sidiba. L'erreur à ne pas faire, c'est de dire que je vais essayer d'éviter les blessures, parce qu'en évitant les blessures, c'est là qu'on se blesse le plus facilement possible. Et donc là, il faut jouer comme d'habitude. Il faut jouer comme d'habitude, se dire que déjà la Coupe d'Afrique, c'est pas maintenant, c'est d'ici quelques mois. Et aujourd'hui, le présent, c'est mon gagne-pain, c'est le championnat, c'est mon club. Donc il faut se concentrer au maximum à son club, faire ce qu'il faut faire, et après laisser tout entre les mains de Dieu. C'est surtout la page de récupération qui est le plus importante en fin de saison, parce que là les corps sont fatigués, les automatismes sont là, et là tu as plus de chances d'avoir une blessure qu'en début de saison. Et là il faut savoir gérer son corps et savoir écouter aussi son corps. À certains moments, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut arrêter net. Voilà, c'était l'excellent défenseur Cheikh Sidiba. Merci beaucoup Pape Farah-Gningue qui a recueilli ses propos. En basket, le basket par 3 est une discipline olympique qui gagne du terrain au Sénégal. Les jeunes aiment maintenant jouer le basket à 3. Suivons le reportage de Pape Farah-Gningue et Younous Diatta.
En vogue, le basketball 3 sur 3 l'est en ce moment, une discipline olympique qui se joue à 3 dans une moitié de terrain avec beaucoup de spécificités. Ça se joue en 10 minutes et la possession de balle c'est 10 secondes. Les tirs à 3 points qui comptent pour 3 dans le basket à 5-5, pour le 3x3 ça compte à 2 points. Le tir qui compte par exemple sur le basket à 5-5 les 2 points, sur le 3x3 c'est 1 point. Pour la possession de balle, comme j'ai dit, c'est 10 secondes et à chaque fois que l'équipe adverse récupère la balle, l'équipe doit ressortir la balle au-delà des zones de 3 points. Un sport qui intéresse beaucoup de jeunes Sénégalais pour mieux préparer les Jeux de la jeunesse de 2022 au Sénégal. Pour élargir, on a contacté CIREM pour un peu travailler avec eux. Donc l'idée c'est de démarrer avec le basket pour s'initier et derrière créer des terrains de basket pour le 3x3. En organisant ce tournoi, on cherche à apprendre à mettre en place des tournois de basket 3x3 pour faire la promotion du basket. Sport assez attrayant. C'est comme à l'époque les gens qui jouaient au playground. La Fédération sénégalaise de basketball compte promouvoir cette discipline partout dans le pays. C'est une très belle initiative qu'il faut encourager, qu'il faut promouvoir. Vous savez que le 3x3 aujourd'hui demeure une discipline à part entière. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal va organiser les Jeux olympiques donc de la jeunesse en 2022 et que c'est une discipline et c'est le 3x3 qui sera représenté. Même pour les Jeux africains de la jeunesse, c'est le 3x3. Des équipes féminines et masculines sont venues de partout dans la région de Dakar pour mieux se familiariser avec cette discipline olympique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup, Pape Faragning. On se quitte sur ces images du sauvetage de la baleine qui avait échoué samedi matin sur la baie de Han. Comme vous le voyez, il a fallu l'intervention de la Marine nationale, de l'Océanium, du port autonome de Dakar et de la haute autorité chargée de la coordination, de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement. L'opération de sauvetage du cétacé a duré tout de même plus de 5 heures d'horloge. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous donne rendez-vous demain pour l'édition du 20h. Les infos, retrouvez la rédaction à 0h. Dans un instant, la suite de vos programmes avec votre série Wiri Wiri et puis un peu plus tard, votre magazine sportif Sport à la Une avec Cher Tidiane Diao. On se donne rendez-vous demain. Restez sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée. Hey!